Ce soir-là, le 15 juin 1998, le Stade de France vibrait sous les pieds de 80 000 personnes. L'air était chargé d'électricité, de sueur, d'espoir et de cette ferveur particulière que seul Johnny Hallyday savait provoquer chez son public. Les projecteurs balayaient la foule comme des phares dans une tempête d'émotions, et la voix rauque du rocker français résonnait jusqu'au dernier rang des tribunes. C'était le concert de sa tournée, Ce que je sais, et personne dans cette arène ne pouvait imaginer que cette soirée allait devenir légendaire, pour une raison que personne n'avait prévue. Johnny était au sommet de sa forme. À 55 ans, il possédait encore cette énergie brute qui avait fait de lui une icône vivante. Chaque mouvement de son corps racontait une histoire. Chaque note qu'il poussait semblait arrachée directement de son âme. Le public scandait son nom entre les chansons. Les briquets s'allumaient par milliers, créant une constellation terrestre qui rivalisait avec les étoiles au-dessus du stade. C'était une communion parfaite entre un artiste et son peuple, un moment de grâce collective où plus rien d'autre n'existait que la musique et l'amour partagé. Puis, au milieu de « Que je t'aime », quelque chose changea. Johnny s'arrêta net. La musique continua quelques secondes avant que les musiciens, surpris, ne laissent leurs instruments mourir dans un silence soudain et troublant. 80 000 personnes retinrent leur souffle. Sur les écrans géants, on voyait le visage de Johnny, figé, ses yeux fixés sur un point précis dans la fosse, quelque part sur la droite de la scène. Son expression n'était plus celle du showman flamboyant. C'était le visage d'un homme qui venait de voir quelque chose qui l'avait frappé en plein cœur. « Attendez !» dit-il dans le micro, sa voix soudain dépouillée de tout artifice. « Attendez une seconde. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Dans un stade habitué aux décibels et à l'hystérie collective, ce vide sonore était presque insupportable. Les gens se regardaient, cherchant à comprendre. Certains pensèrent à un malaise du chanteur, d'autres à un problème technique. Mais Johnny ne bougeait pas. Il regardait toujours ce point invisible pour la plupart, et son visage se transformait lentement, passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de la colère mêlée de tristesse. « Là-bas !» dit-il en pointant du doigt. « Il y a un homme par terre, un vieil homme, et personne ne l'aide. » Un murmure parcourut la foule comme une vague. Les têtes se tournèrent, les gens se haussèrent sur la pointe des pieds. Dans la zone qu'indiquait Johnny, il y avait effectivement une forme allongée sur le sol, à peine visible dans la pénombre relative de la fosse. Autour de cette forme, les gens continuèrent de regarder la scène, certains piétinant presque le corps étendu sans même s'en rendre compte, trop absorbés par le spectacle pour remarquer le drame qui se jouait à leurs pieds. « Non mais vous vous foutez de moi ?» La voix de Johnny claqua comme un fouet. « Il y a un être humain qui est tombé, qui a peut-être besoin d'aide, et vous restez là comme des statues. » Ce qui se passa ensuite resta gravé dans la mémoire de tous ceux qui étaient y présents ce soir-là. Johnny Hallyday, la plus grande star du rock français, descendit de scène. Il sauta littéralement dans la fosse, bousculant les barrières de sécurité, ignorant les cris de ses gardes du corps qui tentèrent de le suivre. La foule s'écarta devant lui comme la mer Rouge devant Moïse, et il marcha d'un pas déterminé vers l'endroit où gisait le vieil homme. Il s'appelait Marcel Dubois. Il avait 78 ans. C'était un ancien mineur du Nord, un homme qui avait passé sa vie à extraire le charbon des entrailles de la terre pour que d'autres puissent se chauffer. Il avait découvert Johnny Hallyday en 1960, quand Souvenir passait à la radio du café, où il prenait son petit noir avant de descendre au fond. Depuis ce jour, il n'avait jamais cessé d'aimer cette musique qui lui rappelait sa jeunesse, ses espoirs, ses rêves d'une vie meilleure. Ce concert, c'était le cadeau de ses petits-enfants pour son anniversaire. Ils avaient économisé pendant des mois pour lui offrir cette place, sachant que leur grand-père n'avait jamais vu Johnny en vrai. Marcel avait pleuré en ouvrant l'enveloppe contenant le billet. Il avait dit que c'était le plus beau cadeau de sa vie, que maintenant il pouvait mourir heureux. Personne n'avait imaginé que ces mots prendraient un sens si littéral. La chaleur du stade, l'émotion, son cœur fatigué par des décennies de labeur. Tout cela avait conspiré contre lui. Au milieu de « Que je t'aime », sa chanson préférée, celle qu'il chantait à sa femme Germaine quand elle était encore de ce monde, Marcel avait senti sa poitrine se serrer. Il avait voulu s'asseoir, mais il n'y avait pas de siège dans la fosse. Il avait tenté d'attirer l'attention de quelqu'un, mais sa voix était couverte par la musique. Et puis le noir. Quand il s'était effondré, les gens autour de lui avaient à peine réagi. Certains l'avaient vu tomber et avaient simplement fait un pas de côté, pensant peut-être qu'il était ivre ou qu'il faisait un malaise passager. D'autres ne l'avaient même pas remarqué, leurs yeux rivés sur la scène, hypnotisés par Johnny. Le vieil homme était resté là, inconscient, pendant peut-être 2 ou 3 minutes qui auraient pu lui être fatales. Johnny s'agenouilla à côté de Marcel. Il prit sa main dans la sienne, cette main calleuse et usée par le travail, et il la serra fort. « Monsieur, vous m'entendez »
Monsieur, restez avec moi. Les secouristes arrivèrent enfin, se frayant un chemin à travers la foule. Mais Johnny ne bougea pas. Il resta là, tenant la main de cet inconnu, lui parlant doucement pendant que les médecins s'affairaient autour d'eux. Sur les écrans géants, 82 000 personnes regardaient cette scène surréaliste. Leur idole, à genoux sur le sol sale d'un stade, veillant sur un vieil homme comme s'il était son propre père. « Comment vous appelez-vous » demanda Johnny quand Marcel ouvrit enfin les yeux. « Marcel Dubois. »« Eh bien, Marcel, vous m'avez fait une sacrée peur. Vous allez bien ?» Le vieil homme cligna des yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. Quand il réalisa qui lui tenait la main, qui lui parlait avec cette voix qu'il connaissait par cœur depuis près de 40 ans, ses yeux se remplirent de larmes. « Johnny, c'est vraiment vous ? En chair et en os, mon ami, et vous n'allez nulle part avant qu'on soit sûr que vous allez bien. » Les secouristes voulaient emmener Marcel immédiatement, mais Johnny insista pour les accompagner jusqu'à l'infirmerie du stade. Le concert était interrompu, 80 000 personnes attendaient, mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance pour lui. Il marcha à côté du brancard, continuant de tenir la main de Marcel, lui racontant des histoires pour le garder éveillé et calme. Dans l'infirmerie, pendant que les médecins examinaient Mosusu Marcel, Johnny apprit son histoire. Il apprit les mines, la silicose qui rongeait ses poumons, la femme qu'il avait perdue 3 ans plus tôt, les petits-enfants qui avaient économisé pour ce billet. Il apprit que je t'aime était la chanson que Marcel chantait à Germaine, et que c'était pour cette raison qu'il avait voulu venir ce soir, pour entendre cette chanson une dernière fois dans la voix de celui qui l'avait créée. Johnny écouta tout cela en silence, hochant la tête, serrant parfois la main du vieil homme un peu plus fort. Quand Marcel eut fini de parler, le rocker resta un long moment sans rien dire. Puis il se leva et dit quelque chose à l'un de ses assistants, qui partit en courant. « Marcel, les médecins disent que vous allez bien. Votre cœur a fait des siennes, mais rien de grave. Vous allez pouvoir rentrer chez vous ce soir. » Le vieil homme hocha la tête, soulagé mais aussi profondément triste. Son rêve de voir Johnny en concert s'était transformé en cauchemar. Il avait gâché la soirée de milliers de personnes, il avait interrompu le spectacle de son idole, et maintenant il allait devoir partir sans avoir vraiment vécu ce moment qu'il attendait depuis si longtemps. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé d'avoir causé tout ce trouble. » Johnny secoua la tête avec un sourire. « Marcel, vous n'avez rien à vous reprocher, c'est moi qui devrais m'excuser. »« Vous excuser ? Mais de quoi ? De ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir remarqué qu'un homme était en difficulté dans mon propre public. Vous savez ce qui m'a le plus choqué ce soir ? Ce n'est pas que vous soyez tombé, c'est que personne n'ait réagi. Personne n'a bougé pour vous aider. Tout le monde regardait la scène pendant qu'un être humain était par terre, peut-être en train de mourir. Il marqua une pause, et sa voix se chargea d'une émotion qu'il ne cherchait pas à cacher. « Ça m'a fait réaliser quelque chose, Marcel. On vit dans un monde où les gens sont tellement absorbés par le spectacle qu'ils en oublient la réalité. Ils regardent un écran, une scène, une célébrité, et ils ne voient plus ce qui se passe juste à côté d'eux. Un homme tombe, et il continuait de chanter. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me rend triste. » Marcel ne savait pas quoi répondre. Il regardait Johnny avec des yeux où se mêlaient l'admiration, la gratitude et une sorte de compréhension profonde. Cet homme qu'il avait idolâtré pendant des décennies n'était pas seulement une voix et un visage sur une affiche. C'était un être humain avec un cœur, une conscience, une capacité d'empathie qui dépassait de loin ce que la plupart des gens possédaient. « Maintenant, » dit Johnny en se levant, « j'ai quelque chose à vous demander. Tout ce que vous voulez. Est-ce que vous vous sentez assez fort pour revenir avec moi ?» Marcel ne comprit pas tout de suite. « Revenir où ? » ?»« Sur scène, avec moi, devant 80 000 personnes. » Le vieil homme ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il devait avoir mal entendu. Ce n'était pas possible. Johnny Hallyday ne pouvait pas être en train de lui proposer de monter sur scène avec lui. « Je ne peux pas. Je ne suis personne. Vous êtes Marcel Dubois. Vous êtes un homme qui a travaillé toute sa vie pour que d'autres puissent vivre mieux. Vous êtes un homme qui a aimé sa femme assez fort pour que sa chanson préférée soit encore dans votre cœur des années après sa mort. Vous êtes un homme dont les petits-enfants ont économisé pendant des mois pour lui offrir un rêve. Vous n'êtes pas personne, Marcel. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues iridées du vieil homme. Il tremblait, non pas de faiblesse, mais d'une émotion trop grande pour être contenue dans un seul corps humain. « Alors qu'est-ce que vous en dites ? Vous venez chanter avec moi ?» Marcel hocha la tête, incapable de parler. Johnny lui tendit la main et l'aida à se lever. Ensemble, ils marchèrent vers la scène. Ce qui se passa ensuite fut retransmis par toutes les chaînes de télévision le lendemain.
Les images firent le tour du monde. On y voyait Johnny Hallyday revenir sur scène, tenant par le bras un vieil homme en chemise à carreaux, visiblement ému et désorienté. Le public, qui avait attendu dans une confusion croissante, explosa en applaudissements quand il comprit ce qui se passait. Johnny prit le micro et demanda le silence. Sa voix était différente maintenant, plus grave, plus intime, comme s'il parlait à chaque personne individuellement plutôt qu'à une foule de 80 000. « Ce soir, j'ai eu honte », commença-t-il. « J'ai eu honte de voir qu'un homme pouvait tomber au milieu de vous sans que personne ne réagisse. J'ai eu honte de réaliser que le spectacle était devenu plus important que la vie humaine. Et j'ai eu honte de moi-même, parce que pendant quelques secondes, moi aussi j'ai continué à chanter sans voir ce qui se passait. Le silence dans le stade était total. Pas un murmure, pas un mouvement. 80 000 personnes retenaient leur souffle. Cet homme s'appelle Marcel. Il a 78 ans. Il a travaillé dans les mines pendant 40 ans. Il a perdu sa femme il y a 3 ans. Et ce soir, il est venu ici parce que ses petits-enfants lui ont offert ce billet pour son anniversaire. Il voulait entendre une chanson qu'il chantait à sa femme, une chanson qui s'appelle « Que je t'aime ». Johnny se tourna vers Marcel, qui se tenait à côté de lui, tremblant légèrement, les yeux fixés sur cette mère de visage qui le regardait. « Marcel, ce soir, cette chanson est pour vous, et je veux que vous la chantiez avec moi. » Les premières notes s'élevèrent, mais différentes de d'habitude, plus douces, plus lentes, comme une berceuse plutôt qu'un hymne rock. Johnny commença à chanter, sa voix réduite à un murmure amplifié, et il tendit le micro vers Marcel. Le vieil homme hésita. Sa voix était faible, cassée par l'âge et l'émotion. Mais quand il commença à chanter, quelque chose de magique se produisit. Ce n'était pas la voix d'un chanteur professionnel. C'était la voix d'un homme qui avait vécu, qui avait aimé, qui avait souffert, et qui mettait tout cela dans chaque mot qu'il prononçait. « Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime ». Et puis, sans que personne ne l'ait demandé, le public commença à chanter aussi. Pas avec l'énergie habituelle d'un concert de rock, mais avec une douceur, une tendresse qui transformèrent le stade en une immense cathédrale de voix humaines. 80 000 personnes chantaient pour Marcel, avec Marcel. Et quelque part dans ce chœur gigantesque, on pouvait presque entendre la voix de Germaine qui répondait à son mari depuis l'au-delà. Marcel pleurait. Johnny pleurait. Dans le public, des milliers de personnes pleuraient. C'était un de ces moments rares où les barrières entre les êtres humains s'effondrent complètement, où la célébrité et l'anonymat n'ont plus aucun sens, où seule compte la connexion pure entre des âmes qui se reconnaissent. Quand la chanson se termina, le silence revint pendant quelques secondes. Puis une ovation comme le Stade de France n'en avait jamais connue. Les gens applaudissaient, criaient, pleuraient, s'embrassaient. Marcel regardait tout cela avec des yeux d'enfant émerveillés, incapable de croire que tout cela était réel. Johnny le serra dans ses bras, longuement, comme on serre un ami qu'on retrouve après des années de séparation. Puis il se tourna vers le public et dit ces mots qui allaient être cités dans tous les journaux le lendemain. « Ce soir, Marcel m'a rappelé pourquoi je fais ce métier. Ce n'est pas pour la gloire, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour voir mon nom en lettres lumineuses. C'est pour ces moments où la musique nous connecte les uns aux autres. C'est pour ces instants où on se rappelle qu'on est tous des êtres humains, fragiles, mortels, mais capables d'un amour infini. Marcel, merci. Merci de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. » Le concert reprit après cela, mais il était différent. L'énergie avait changé. Les gens ne regardaient plus seulement la scène. Ils regardaient aussi autour d'eux, conscients pour la première fois peut-être de tous ces inconnus qui partageaient ce moment avec eux. Quand quelqu'un semblait fatigué ou mal à l'aise, des mains se tendaient pour aider. Quand quelqu'un pleurait, des bras s'ouvraient pour consoler. Le stade était devenu une communauté, une famille temporaire unie par la musique et par la leçon que Johnny et Marcel venaient de leur donner. Marcel resta jusqu'à la fin du concert, installé sur une chaise spéciale sur le côté de la scène, là où Johnny pouvait le voir. De temps en temps, le rocker se tournait vers lui et lui faisait un clin d'œil, ou lui dédiait une chanson. Le vieil homme rayonnait d'un bonheur qu'il n'avait pas connu depuis la mort de Germaine. Après le concert, Johnny insista pour accompagner Marcel chez lui personnellement. Ils montèrent dans la limousine du chanteur et traversèrent Paris dans la nuit. Deux hommes que tout séparait, mais que cette soirée avait réunis pour toujours. Ils parlèrent pendant tout le trajet, de la vie, de la mort, de l'amour, de la musique. Marcel raconta ses années dans les mines, les camarades qu'il avait perdus dans les accidents, la fierté qu'il ressentait malgré tout d'avoir fait un travail utile. Johnny parla de ses propres démons, de ses doutes, de ces moments où la célébrité lui pesait comme un fardeau insupportable. Quand ils arrivèrent devant le petit pavillon de banlieue où vivait Marcel, ses petits-enfants les attendaient, prévenus par les informations télévisées.
Ils n'en croyaient pas leurs yeux de voir leur grand-père descendre de la voiture de Johnny Hallyday. Le rocker entra dans la maison, but un café, regarda les photos de Germaine sur le buffet, écouta les histoires de famille. Il resta 2 heures, comme s'il avait tout son temps, comme si rien d'autre n'existait que ce moment de partage simple et authentique. Avant de partir, il laissa son numéro de téléphone personnel à Marcel. « Appelez-moi quand vous voulez », dit-il. Pour parler, pour chanter ou juste pour dire bonjour. Les amis, ça se garde. Ce qui se passa dans les mois qui suivirent tient du miracle. Marcel, que les médecins avaient condamné à quelques années de survie au mieux à cause de sa silicose, connut une amélioration spectaculaire de son état de santé. Son cardiologue n'en revenait pas. Ses poumons, bien que toujours endommagés, semblaient fonctionner mieux qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Le vieil homme avait retrouvé une énergie, une joie de vivre qui stupéfiait tous ceux qui le connaissaient. Il racontait son histoire à qui voulait l'entendre, et même à ceux qui ne voulaient pas. Il était devenu une petite célébrité locale, l'homme que Johnny Hallyday avait sauvé et avec qui il avait chanté. Mais ce qui le rendait vraiment heureux, ce n'était pas cette notoriété éphémère. C'était le sentiment d'avoir vécu quelque chose de vrai, d'avoir touché pendant quelques heures à l'essence même de ce qui fait la beauté de l'existence humaine. Johnny et Marcel restèrent en contact. Ils s'appelaient régulièrement, s'envoyaient des cartes pour les anniversaires et les fêtes. Quand Johnny donnait un concert dans la région parisienne, il y avait toujours une place réservée pour Marcel et sa famille, avec un accès aux coulisses. Le vieil homme était devenu une sorte de mascotte pour l'équipe du chanteur, un rappel vivant de ce qui comptait vraiment. 3 ans après cette soirée au Stade de France, Marcel Dubois s'éteignit paisiblement dans son sommeil, à l'âge de 81 ans. Il avait vécu 3 ans de plus que ce que les médecins avaient prédit, 3 ans remplis de joie, de musique et d'amitié. Sur sa table de nuit, on trouva une photo dédicacée de Johnny et le billet du concert de 1998, encadré comme une relique précieuse. Johnny apprit la nouvelle alors qu'il était en tournée au Canada. Il annula son concert du soir, ce qu'il n'avait presque jamais fait de toute sa carrière, et prit le premier avion pour Paris. Il assista aux funérailles de Marcel, debout au fond de l'église, essayant de passer inaperçu mais reconnu par tous. Quand la famille lui demanda s'il voulait dire quelques mots, il accepta. Il monta à l'autel, cet homme habitué aux plus grandes scènes du monde, et il parla d'une voix brisée par l'émotion. « Marcel m'a appris quelque chose que j'avais oublié, » dit-il. « Il m'a appris que la vraie grandeur n'est pas dans les projecteurs ou les applaudissements. Elle est dans la façon dont on traite les autres, dans l'amour qu'on donne et qu'on reçoit, dans ces moments de connexion authentique qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. » Marcel était un homme simple, mais il était plus grand que toutes les stars que j'ai connues. Il avait un cœur immense, une générosité sans limite et une capacité d'émerveillement que la plupart d'entre nous perdent en grandissant. Il marqua une pause, luttant contre les larmes. Ce soir-là, au Stade de France, j'ai cru que je sauvais Marcel, mais c'est lui qui m'a sauvé. Il m'a rappelé pourquoi je chante, pourquoi je monte sur scène, pourquoi je continue malgré la fatigue et les doutes. C'est pour des gens comme lui. C'est pour ces moments où la musique devient plus qu'un divertissement, où elle devient un pont entre les âmes. Il sortit de sa poche un harmonica, le même qu'il utilisait parfois sur scène, et il joua les premières notes de « Que je t'aime ». Dans l'église, les sanglots se mêlèrent à la mélodie, et quelque part, on pouvait imaginer Marcel et Germaine réunis enfin, dansant ensemble sur cette chanson qui avait été la leur. L'histoire de Johnny et Marcel ne s'arrêta pas avec la mort du vieil homme. Elle continua à vivre, à se propager, à inspirer. Des journalistes écrivirent des articles, des documentaristes réalisèrent des films, des écrivains racontèrent de cette soirée dans leurs livres. Mais plus important encore, des milliers de personnes qui avaient assisté au concert ou qui avaient entendu l'histoire changèrent leur façon de voir le monde. Des témoignages affluèrent de partout. Des gens racontaient comment, depuis ce soir-là, ils faisaient plus attention aux autres, comment ils s'arrêtaient pour aider un inconnu dans la rue, comment ils prenaient le temps de regarder vraiment les personnes autour d'eux au lieu de rester absorbés par leurs écrans et leurs préoccupations. L'effet papillon de ce moment de grâce se propageait en cercle concentrique, touchant des vies que ni Johnny ni Marcel n'auraient jamais imaginées. La petite fille de Marcel, Sophie, avait 17 ans quand son grand-père est mort. Elle était présente au concert, elle avait vu Johnny descendre dans la foule pour sauver son grand-père, elle avait assisté à leur duo improbable sur scène. Cette expérience la marqua si profondément qu'elle décida de consacrer sa vie aux autres. Elle devint infirmière, puis se spécialisa en soins palliatifs, accompagnant les personnes en fin de vie avec la même tendresse que Johnny avait montrée envers son grand-père. Dans sa chambre, elle gardait la photo de Marcel avec Johnny, et elle racontait souvent cette histoire à ses patients. « Mon grand-père m'a appris que chaque vie compte, disait-elle.
Et Johnny Hallyday m'a montré que même les plus grandes stars peuvent avoir un cœur assez grand pour voir les plus petits d'entre nous. » Des années plus tard, quand Johnny Hallyday mourut à son tour, en décembre 2017, Sophie était parmi les millions de personnes qui pleurèrent dans sa disparition. Mais ses larmes étaient différentes. Elle ne pleurait pas seulement une idole ou une légende de la chanson française. Elle pleurait un ami de sa famille, un homme qui avait changé le cours de leur histoire, un être humain qui avait prouvé que la compassion pouvait surgir dans les moments les plus inattendus. Elle se rendit aux obsèques, cette procession immense qui descendit les Champs-Élysées sous les yeux de millions de Français. Elle portait sur elle le billet du concert de 1998 et la photo dédicacée que Johnny avait donnée à son grand-père. Quand le cortège passa devant elle, elle leva ses reliques vers le ciel, comme un salut, comme une prière, comme une promesse de ne jamais oublier. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Sophie mit « Que je t'aime » sur sa platine. Et elle dansa, les yeux fermés, imaginant son grand-père et Johnny quelque part ensemble, chantant cette chanson pour l'éternité. Et elle comprit enfin ce que cette soirée au Stade de France avait vraiment signifié. Ce n'était pas l'histoire d'une star qui sauve un fan. C'était l'histoire de deux hommes qui se sont reconnus à travers toutes les barrières que la société dresse entre nous. C'était la preuve que l'humanité, dans ce qu'elle a de plus beau, peut surgir n'importe où, n'importe quand, pour peu qu'on garde les yeux ouverts et le cœur disponible. C'était un rappel que chaque personne que nous croisons porte en elle un univers entier de joie, de peine, de rêve et d'espoir, et que prendre le temps de voir cet univers est peut-être la chose la plus importante que nous puissions faire de notre passage sur cette terre. Johnny Hallyday a chanté des milliers de chansons devant des millions de personnes. Il a rempli les plus grands stades du monde, vendu des dizaines de millions de disques, marqué l'histoire de la musique française de façon indélébile. Mais si on demandait à ceux qui l'ont vraiment connu quel était son plus grand moment, beaucoup répondraient sans hésiter, cette nuit de juin 1998, quand il a arrêté son show pour un vieil homme que personne ne regardait. Parce que c'est dans ces moments-là que se révèle la vraie nature d'un être humain. Pas dans les succès et les triomphes, mais dans la façon dont il réagit face à la souffrance d'un inconnu. Johnny aurait pu continuer à chanter, laisser les secouristes faire leur travail, reprendre le spectacle comme si de rien n'était. Personne ne lui en aurait voulu. C'est ce que font la plupart des artistes, c'est ce que le professionnalisme exige. Mais Johnny n'était pas la plupart des artistes. Sous le cuir et les paillettes, sous l'image du rocker rebelle et indestructible, il y avait un homme qui n'avait jamais oublié d'où il venait, qui savait ce que c'était que de souffrir, qui comprenait que la célébrité n'est rien si elle ne sert pas à faire le bien autour de soi. Marcel Dubois, ancien mineur du Nord, a vécu les 3 plus belles années de sa vie grâce à cette rencontre improbable. Il est mort heureux, entouré d'amour, avec la certitude d'avoir compté pour quelqu'un. Et quel